Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. C'est à vous. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Je voudrais qu'on essaie de parler un petit peu des Français, parce que les Français, ils vont pas bien du tout. Vous avez vous-même parlé de pessimisme. Le sondage, un sondage récent, dit que 61% des Français... C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Voient 2011 comme une année vraiment inquiétante. La moyenne mondiale, c'est 28%. Comment, puisque vous voulez présider aux destinées des Français, expliquez-vous qu'une Française ou un Français soit plus pessimiste qu'un Afghan ou un Irakien? Est-ce que c'est juste une question de pouvoir d'achat et de licenciement boursier? D'abord, comme vous venez de l'observer, c'est extrêmement grave. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave? C'est parce que la France est un grand pays, une grande nation qui était regardée, observée, admirée dans le monde entier. C'est nous, les Français, qui avons apporté au monde les grandes idées de la Révolution française. C'est nous qui avons soulevé aussi des peuples qui leur ont permis d'accéder à la liberté. C'est nous qui avons donné des leçons de civilisation. C'est nous qui avons une tradition aussi culturelle. Et on a oublié tout ça? Et on a, vous venez de le dire, comment se fait-il alors que malgré tout cela, 61% des Français soient pessimistes? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans, disons-le très clairement? D'abord, il n'y a plus de règles dans notre pays. On ne sait plus qu'il y a des droits, qu'il y a des devoirs, ou ce sont toujours les mêmes qui ont les droits. Les grandes fortunes, ceux qui sont proches du pouvoir. François Mitterrand parlait de clan. Je crois que jamais nous n'avons subi une telle domination d'un clan sur le pays qui se sert avant de servir les Français. Donc il n'y a plus de règles. Les Français ne savent plus où sont les droits. Ce pessimisme, il n'y a pas quelque chose de fond lié à l'identité, au fait qu'on ne sait plus très bien... où on se situe, où les Français se situent? Mais ce pessimisme n'existait pas pendant la campagne présidentielle. On a vu l'engouement populaire, l'engagement populaire dans cette campagne d'hommes et de femmes, de millions d'hommes et de femmes qui attendaient des jours meilleurs. Or, que s'est-il passé depuis? D'abord, toutes les promesses présidentielles de Nicolas Sarkozy ont été trahies. Donc, il y a désormais un grand doute sur la crédibilité de la parole politique. Là, c'est très grave, parce que les gens se disent, mais si la parole politique est à ce point dévalorisée, si les promesses ne sont faites que pour ceux qui les donnent, alors il n'y a plus qu'une seule chose qui dirige le monde, c'est le pouvoir financier. Et la grande interrogation que se posent les Français, c'est de savoir si on a encore la capacité de contrôler les logiques financières, c'est-à-dire d'imposer des valeurs humaines et des valeurs morales face à la rapacité et la cupidité du monde. Nicolas Sarkozy n'est pas le seul responsable de cette situation. Il est grandement responsable de cette situation. Parce qu'il avait entre les mains, quand on a entre les mains la responsabilité de présider un pays aussi magnifique, avec autant de talent et de potentiel et de visibilité internationale que la France, on ne gâche pas une opportunité comme celle-ci. Mais si on essaie de parler de vous, citez-moi une seule réforme, une seule décision qui a contribué à la grandeur de la France depuis 3 ans. Citez-moi une. Lorsque l'on interroge les Français, ils ne savent pas citer une seule réforme. On nous a tout pris. On nous a pris la protection sociale issue de la libération. On a mis à bas le système de retraite. Oui, mais vous allez hériter de ça. On a mis en cause... Vous êtes candidate aux primaires. Si vous êtes présidente, vous allez hériter. Comment vous allez-vous restaurer justement l'optimisme chez les Français? Vous aviez, et je voudrais qu'on reparle de ça, parlé lors des précédentes présidentielles, parlé d'identité nationale. D'ailleurs, vous aviez vous-même prononcé le mot. Et cette fameuse idée de drapeau tricolore dans chacun des foyers français. Est-ce que, par exemple, vous maintenez cette proposition-là? Cette proposition Parce que ça avait beaucoup intrigué. Oui, cette proposition fait partie d'une vision globale de notre pays. Quelle est la valeur fondamentale de la France? C'est la valeur républicaine. C'est la promesse républicaine. Et aujourd'hui, les Français se demandent si la République tient encore ses promesses. Eh bien, ma volonté politique, si je suis élue, c'est de rétablir la promesse républicaine, c'est-à-dire la promesse de liberté. Aujourd'hui, on voit que même par rapport à la liberté de la presse, il y a d'énormes problèmes qui se posent. Donc les libertés, l'égalité, et les Français ont parfaitement conscience que depuis 3 ans, les inégalités se sont profondément creusées, puisque aujourd'hui, non seulement il y a une dégradation, une paupérisation, mais il y a un basculement même dans la misère. Est-il normal que 25% des jeunes soient en dessous du seuil de pauvreté? Et puis enfin, la fraternité, c'est quoi la fraternité? Juste un mot pour bien comprendre ce que c'est que la promesse républicaine. C'est la mise en application de ces 3 grands principes de la République. Or, ces 3 principes de la République ont été considérablement affaiblis depuis 3 ans. Les libertés ont reculé.
on le sait bien, même avec la confusion des pouvoirs, que ce soit du côté de la justice, de la presse, je l'évoquais tout à l'heure, la réduction des libertés des collectivités territoriales. Donc il va falloir restaurer aussi un vrai fonctionnement démocratique de notre pays, avec un bon fonctionnement des institutions, de vrais contre-pouvoirs. Et puis sur la question de la justice sociale, c'est le point crucial, c'est le point majeur aujourd'hui pour les Français. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de confiance possible sans justice sociale. Et donc tout ce qui est à reconstruire, c'est une société de confiance et de respect. Et une communauté. Quand on voit que 42% des Français trouvent que l'islam aujourd'hui, vous avez parlé d'islam avec Olivier Mazerolle, est une menace, est-ce que ça vous choque? Oui, ça me choque. Ça me choque profondément parce que ça choque profondément aussi tous les musulmans qui ont envie d'exercer tranquillement et discrètement leur culte. Et pourquoi c'est choquant sur les prières dans la rue. Pourquoi c'est choquant? C'est parce que je pense qu'il y a besoin d'une pédagogie. Il faut expliquer aussi aux Français ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est le respect de toutes les croyances et de toutes les convictions, mais c'est aussi la neutralité de l'espace public, la neutralité du service public. Et donc, il faut expliquer et défendre la laïcité. Et c'est en défendant la laïcité qu'on pourra redonner confiance aux Français sur la capacité qu'a la République française de faire coexister toutes les libertés religieuses, ainsi que les non-croyants d'ailleurs. Et ça, c'est un pacte social aussi qui est rompu. Autrement dit, il y a beaucoup de pactes sociaux qui ont été rompus depuis 3 ans. Et en particulier celui-ci, qui fait partie d'une valeur fondamentale qui est inscrite dans notre Constitution, celui du respect de la laïcité et donc du respect de toutes les pratiques. Par exemple, les musulmans réclament plus de lieux de culte, plus de mosquées. Est-ce qu'il faut plus de mosquées dans notre pays? Et comment le faire, étant donné que la loi de 1905 interdit que l'État se mêle de financer des lieux de culte? Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi de 1905? Certainement pas. Je crois que la loi de 1905, au contraire, est un socle de la laïcité sur lequel nous devons absolument nous mettre ensemble, nous mettre d'accord et certainement pas bouger et rouvrir des débats qui seraient des fractures dans notre pays. Et tout ce qui désunit d'ailleurs les Français n'est pas responsable. Donc, au contraire, tout ce qui les unit est responsable. Pour avoir plus de mosquées, plus de lieux de culte pour les musulmans. Ce qui n'est pas normal, en effet, c'est que certains musulmans soient obligés de prier dans la rue. Et donc, mais vous savez, dans les communes où les choses se passent sans être forcément instrumentalisées, on peut très bien imaginer, ça se fait, hein, des prêts de salles, des locations de salles avec des baux à long terme. Donc je pense que vraiment, si ce problème peut être résolu, il doit l'être avec les collectivités locales. Et cela fait référence avec ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, si on fait une réforme institutionnelle aussi qui va développer les libertés locales, on pourra permettre aux maires, aux présidents de conseils généraux, aux présidents de région, de régler en intelligence et en proximité ce type de questions. En revanche, ce que l'on ne doit pas tolérer, c'est la provocation intégriste. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux Français que l'islam n'a rien à voir avec l'intégrisme ou avec le terrorisme. Et c'est l'amalgame entre ces mots-là qui suscite le rejet de la différence, et ça, c'est inacceptable. Et moi, je m'engagerai pleinement et très fortement pour défendre le respect et la liberté religieuse, parce que c'est au cœur du pacte de la laïcité. Et s'il y a des provocations, parce qu'il y a des provocations, c'est-à-dire qu'il y a des intégristes qui ont repéré les endroits où, en effet, certains musulmans étaient obligés de prier à l'extérieur, ce qui n'est pas normal, donc il faut régler le problème, comme je viens de le dire, et qui viennent en nombre les jours de prière pour faire masse dans la rue sous forme de provocation. Les musulmans sont les premières victimes de ce type de provocation et moi je ne les tolérerai pas. C'est-à-dire, je pense que sur ces questions-là, il doit y avoir le renseignement qui fonctionne, l'intervention qui fonctionne et que l'on ne tolère pas ce genre de provocation publique dans l'intérêt même des musulmans qui demandent à être protégés contre ce type de pratique. En une phrase, Ségolène Royal, vous êtes candidate aux primaires, vous voulez présider aux destinées de ce pays. En une phrase, si vous deviez essayer de rendre espoir à un jeune Français, à une jeune Française qui est inquiétée par ce monde moderne, qui fait peur, qu'est-ce que vous leur diriez en une phrase? En une phrase, je dirais à chaque jeune, chaque jeune fille, chaque jeune homme que je veux que lorsqu'il se lève le matin, il ait une bonne raison de se lever le matin.
Et si je vous le dis là, c'est parce que je l'ai dit aussi dans la région que je préside, où j'ai fait de la question de l'activité des jeunes la grande cause régionale. Et je ferai de l'activité des jeunes la grande cause nationale. Trop de jeunes, d'ailleurs, se lèvent en début d'après-midi parce que finalement, ils n'ont rien à faire. Je n'accepte pas que tous les jeunes n'aient pas soit une formation professionnelle, soit un emploi, soit une place en apprentissage, soit une place en alternance. Et je lancerai un appel aux entreprises, comme je l'ai fait dans la région que je préside, en leur expliquant que tendre la main aux jeunes pour un apprentissage, pour une alternance, pour un emploi, c'est se rendre service aussi à elles-mêmes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas voir les portes fermées devant eux. Pour les jeunes qui ne trouvent pas, à cause de la crise économique, d'emploi immédiatement, il y a le service civique. Et donc, nous avons en effet mis en place 2000, nous allons mettre en place 2000 places de service civique pour ces jeunes. Eh bien, ça tombe très bien. Pour qu'ils puissent, je le répète, je veux que tous les jeunes se lèvent le matin en se disant que la France attend d'eux des efforts, avec une bonne raison, parce que c'est pas, là aussi, c'est des droits et des devoirs. Je n'ai aucun discours, juste un mot, je n'ai aucun discours misérabiliste sur les jeunes. Je veux aussi qu'ils aient de bonnes raisons de faire un effort, de travailler, de se lever, parce qu'ils sauront que la société leur tend la main au lieu de leur fermer la porte.